Le jour de mon licenciement, ma femme me quitte, me traitant d'inutile. Dévasté, je me réfugie au bistrot. Un vieil homme m'y accoste, affirmant que je ressemble à son fils disparu depuis 35 ans. Ces 5 mots suivants ont tout changé. Le vieil homme tremblait en s'asseyant en face de moi, et j'ai cru un instant qu'il faisait un AVC. Ce n'était pas le cas. Il regardait mon visage. Et ce qu'il allait dire serait la première chose aimable que j'entendrais ce pire jour de ma vie. Mais avant de vous dire ce qu'il a dit, je dois vous raconter le genre de journée que je venais de vivre. Car le bistrot de la rue des Glycines, à 22h47, ce mardi 14 octobre 2025, n'était pas une coïncidence. C'était le dernier arrêt d'un chemin que j'ignorais parcourir. Et chaque kilomètre de ce chemin était pavé de ce que j'avais perdu. Ce matin-là, à 10h. Salle de conférence au 3e étage de Diffusion Méridien à Lyon, France. L'entreprise pour laquelle j'avais travaillé pendant 16 ans. L'entreprise où j'avais commencé comme superviseur d'entrepôt à 31 ans, gravi les échelons jusqu'à directeur des opérations régionales et de laquelle j'avais espéré, comme on espère des choses qui ont toujours été vraies, prendre ma retraite. L'homme assis en face de moi s'appelait Marc Dubois. Il était le nouveau VP des opérations de la société mère qui avait acquis Méridien 6 mois plus tôt. Il avait 34 ans. Il portait un costume qui coûtait plus cher que mon remboursement hypothécaire mensuel, et il tenait un dossier portant mon nom. Grégoire, je veux être direct avec vous. La restructuration est terminée, et votre poste a été supprimé. Ce n'est pas lié à la performance. Vos évaluations ont été excellentes. Il s'agit strictement d'efficacité opérationnelle de la fusion. Quand? Aujourd'hui, avec effet immédiat. Les RH vous accompagneront à la sortie après cette conversation. 16 ans. Je sais que l'indemnité de départ le reflète. 8 semaines de salaire, continuation des avantages jusqu'à la fin du mois, service de reclassement professionnel si vous le souhaitez. 8 semaines. 16 ans à me présenter à 5 heures du matin pour ouvrir des entrepôts, à travailler les jours fériés quand personne d'autre ne le faisait, à former chaque superviseur qui m'avait été subordonné, et Marc Dubois compressait cela en 8 semaines. Avec un service de reclassement pour lequel on s'attendait à ce que je le remercie. Puis-je faire quelque chose? Grégoire, j'apprécie votre question, mais non, la décision est finale. Les RH m'ont accompagné à la sortie à 10h47 du matin. Ils m'ont laissé récupérer une boîte en carton d'affaires personnelles de mon bureau, une photo de mes enfants, un mug sur lequel était écrit « Au meilleur papa du monde », presque, que Léa m'avait donné pour la fête des pères quand elle avait 7 ans. Un Rubik's Cube que j'échouais à résoudre depuis 3 ans. Ils m'ont escorté jusqu'au parking. Ils ont pris mon badge. Ils ne m'ont pas serré la main. Je suis resté assis dans ma Renault Espace sur le parking pendant 40 minutes. Je n'ai pas pleuré. Grégoire Leclerc n'est pas un homme qui pleure sur les parkings. Je me suis juste assis, regardant les autres employés entrer et sortir du bâtiment où je ne pouvais plus entrer, écoutant la radio diffuser une chanson que je ne connaissais pas. Ressentant la légèreté particulière d'un homme dont l'identité principale venait d'être révoquée et qui essayait de comprendre qui il était dans l'espace entre les identités. J'ai conduit jusqu'à la maison. La maison à la Croix-Rousse que Roxane et moi avions achetée en 2014. 3 chambres, un sous-sol aménagé, un jardin avec une balançoire qui était devenue un banc de jardin parce que les enfants l'avaient dépassé. La voiture de Roxane était dans l'allée. Elle était rentrée tôt. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai découvert à 15h12. Grégoire, il faut qu'on parle. Roxane, j'ai été licencié ce matin. Je sais. Tu sais? Méridien a annoncé la restructuration en interne la semaine dernière. J'en ai entendu parler par mon amie Perrine. Son mari y travaille. Je savais que ça allait arriver. Tu savais et tu ne m'as rien dit. J'avais besoin de prendre des dispositions d'abord. Quelle disposition? Elle a pris une inspiration. Le genre d'inspiration que les gens prennent avant de dire la chose qu'ils ont répétée. Le genre d'inspiration qui est son propre avertissement. Je demande le divorce, Grégoire. La pièce a basculé. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour le remarquer. Comme un bateau qui a déplacé son lest et se trouve maintenant à un angle différent par rapport à l'eau. Quoi? Je parle à un avocat depuis 3 mois. J'allais te le dire la semaine prochaine, mais après aujourd'hui, cela a du sens de le faire maintenant.
Le licenciement simplifie en fait la division financière. Le licenciement simplifie. Vos revenus seront considérablement réduits. Les calculs de pension alimentaire vous seront plus favorables si nous déposons la demande pendant que vous êtes au chômage. Mon avocat a dit que c'était en fait le moment idéal. Roxane, qu'est-ce que tu dis? Elle m'a regardé. La femme que j'avais épousée en 2008. La femme avec qui j'avais passé 17 ans à construire une vie. 2 enfants, une maison, une liste de cartes de Noël, 1000 petits rituels, le café du dimanche matin, les plats à emporter du vendredi soir, la façon dont elle me touchait la nuque quand je conduisais, l'intimité accumulée d'un mariage, et son visage était celui d'une étrangère. Pas en colère, pas triste, juste fini. Je dis que je planifie ça depuis 6 mois. Je dis que j'ai déjà déménagé les affaires importantes des enfants chez ma sœur la semaine dernière pendant que tu travaillais tard. Je dis que j'ai déjà parlé à Antoine et Léa de la séparation. Je dis que je prends les enfants ce soir et que nous réglerons l'arrangement de garde par l'intermédiaire des avocats. Tu as dit aux enfants avant de me le dire? J'ai dit aux enfants dimanche dernier. Ils sont chez ma sœur en ce moment. Je suis rentré tôt pour faire mes valises et être là quand tu rentrerais pour te le dire. Pourquoi fais-tu ça? Elle m'a regardé longuement. Et puis elle a prononcé les mots auxquels je penserai le reste de ma vie. Parce que tu es inutile, Grégoire. 16 ans. Et tu n'es jamais devenu plus qu'un superviseur. Je pensais que tu avais plus en toi. Je me suis trompé. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à attendre qu'un homme qui a atteint son apogée en gestion d'entrepôt comprenne qui il est. Puis elle s'est levée, est montée à l'étage, a fini de faire une valise qu'elle avait déjà en grande partie faite, l'a descendue, l'a chargée dans sa voiture et a conduit jusqu'à la maison de sa sœur à Écully, où mes enfants l'attendaient apparemment déjà. Je suis resté dans l'allée à regarder ses feux arrière disparaître dans notre rue. Notre rue où nous avions fait le tour des maisons pour des friandises avec Antoine et Léa pendant 11 ans. Où je connaissais les noms de tous les chiens des voisins, où ma boîte aux lettres portait le nom de famille Leclerc en lettres de laiton que j'avais installé moi-même en 2014. Inutile. 16 ans, jamais devenu plus qu'un superviseur. Je suis entré. La maison était silencieuse comme les maisons le sont lorsque les personnes qui les rendaient bruyantes viennent de partir. J'ai parcouru les pièces. La chambre d'Antoine était presque vide. Son installation de jeu, ses posters, ses vêtements préférés, tout était parti. Elle les avait déménagés la semaine dernière pendant que je travaillais tard. La chambre de Léa était pareille. Ses peluches, son coin lecture, son oreiller spécial, tout était parti. Le tapis dans le couloir avait les marques où sa bibliothèque avait été traînée. Traînée parce que Roxane avait vidé le contenu de la vie de mes enfants pendant que j'étais au travail à gagner le salaire qui l'avait apparemment empêché de partir plus tôt. Je me suis assis sur le canapé du salon. Je n'ai pas pleuré. Je vous l'ai dit, Grégoire Leclerc n'est pas un homme qui pleure, mais j'ai ressenti le vide particulier d'un homme qui a perdu 2 choses le même jour qu'il croyait permanentes quelques heures plus tôt. À 21h30, je suis monté dans ma voiture. Je ne pouvais pas rester dans la maison. Je ne pouvais pas aller chez mes parents à Nice. Mon père, François, et ma mère, Rosaline, sont des personnes distantes qui communiquent par SMS et qui auraient été un fardeau autant qu'un réconfort. Je ne pouvais pas aller chez des amis. J'avais des amis du travail et des amis voisins, mais Roxane était l'architecte de notre vie sociale. Et maintenant qu'elle était partie, j'ai réalisé que je ne savais pas quelles amitiés étaient les miennes et lesquelles m'étaient prêtées par elle. J'ai conduit vers le sud sur l'avenue des Tilleuls, vers l'est sur la rue de l'Université, vers le sud sur la rue des Glycines. Une conduite sans but, le genre de conduite que font les hommes dans ma situation quand ils ne peuvent pas rentrer chez eux et qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. J'ai vu le bistrot des Glycines, un petit endroit ouvert 24h24 avec des néons à la fenêtre et la chaleur particulière que les bistrots populaires ont quand on est gelé de l'intérieur. Je me suis garé. Je suis entré. J'ai commandé un café noir. La serveuse, une femme nommée Delphine, qui y travaillait depuis 19 ans, ne m'a pas demandé si tout allait bien. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et elle a juste versé le café, l'a posé et a dit, « Prenez tout le temps qu'il vous faut, mon chéri. » Je me suis assis dans une banquette près de la fenêtre. J'ai regardé la pluie sur la rue des Glycines et à 22h47, la porte s'est ouverte et un vieil homme est entré. Il était grand, mince, aux cheveux argentés, portant une veste en velours côtelé marron et une expression tranquille.
Il s'est approché du comptoir, a commandé une tarte aux cerises et un café à Delphine, comme on commande quand on a commandé la même chose au même endroit de nombreuses fois auparavant. Et puis il s'est retourné pour trouver une place et il m'a vu. Il s'est arrêté net. Son pied droit était en l'air et il ne l'a pas reposé. Il est resté là, fixant mon visage, et sa peau a pris la couleur des tasses à café empilées derrière le comptoir. Delphine l'a remarqué. « Monsieur Morel, vous allez bien ?» Il ne lui a pas répondu. Il s'est dirigé vers ma banquette, pas vers sa place habituelle, pas vers le comptoir, vers ma banquette, et il s'est assis en face de moi sans demander la permission. Il tremblait. Un homme de 74 ans tremblait de l'autre côté d'une table de bistrot, fixant mon visage comme si j'étais un fantôme qui était entré dans sa vie 74 ans trop tard. « Monsieur, ai-je dit, puis-je vous aider ?» Il a essayé de parler, n'a pas pu, a réessayé. « Vous ressemblez exactement à mon fils. » Je suis désolé. Mon fils ? Vous lui ressemblez trait pour trait, mais il a disparu depuis 35 ans. Ce sont les mots que je n'aurais pas pu m'attendre à entendre un mardi soir dans un bistrot de la rue des Glycines. Pas d'un inconnu, pas de n'importe qui. Un homme me disant que je ressemblais à son fils disparu. Un fils qui avait disparu depuis 1990, quand j'avais 12 ans. Et Thaddée Morel était un père de 39 ans dont la vie était sur le point d'être divisée à jamais en avant et après. Mais avant de vous dire qui était Thaddée Morel et ce qui était arrivé à son fils, Romain, et ce que Thaddée Morel m'a offert dans cette banquette de bistrot à 22h47 le pire jour de ma vie, je dois vous raconter ce qui s'est passé dans les 5 minutes suivantes. Car ces 5 minutes ont été le pivot. Tout ce qui les a précédés, c'était Grégoire Leclerc qui perdait sa vie. Tout ce qui les a suivis, c'était à Grégoire Leclerc qu'on offrait une vie différente. Je sais comment cela sonne, a dit Thaddée. Il a sorti son portefeuille, l'a ouvert, en a retiré une photographie qui avait été plastifiée, transportée et replastifiée au fil des décennies. Il l'a posée sur la table entre nous et me l'a glissée. C'est Romain. C'était en octobre 1990, 3 jours avant sa disparition. J'ai regardé la photographie. Un garçon de 19 ans debout devant un bâtiment en briques portant un sweatshirt de l'université Lumière Lyon 2. Cheveux foncés, mâchoire forte, yeux légèrement plus écartés que la moyenne, le début d'une barbe le long de la mâchoire. Il souriait à la caméra, le sourire d'un jeune homme qui n'avait aucune idée que dans 72 heures, il quitterait Villefranche-sur-Saône un vendredi après-midi et disparaîtrait de la surface de la Terre. J'ai regardé la photographie et j'ai compris pourquoi le vieil homme tremblait. Car le visage sur la photographie, le visage d'un garçon de 19 ans de 1990, était mon visage. Pas une ressemblance, un duplicata. Si vous vieillissiez ce garçon de 28 ans, le mettiez dans mes vêtements, ajoutiez les rides que j'ai autour des yeux et le gris dans mes favoris, vous auriez moi. Grégoire Leclerc a 47 ans. Monsieur, ai-je dit. Ma voix est sortie plus douce que je ne l'avais voulu. C'est remarquable, mais je ne suis pas votre fils. J'ai grandi à Lyon. Mes parents sont François et Rosaline Leclerc. Je connais ma famille. Je ne suis pas adopté. Je vous crois. Alors laissez-moi vous expliquer. Je ne vous demande pas si vous êtes mon fils. Je connais mon fils. Il avait une tache de naissance à l'arrière de son épaule gauche, une tache en forme de carte de France. Je peux voir que vous n'en avez pas juste à la façon dont vous êtes assis. Je ne suis pas fou. J'ai 74 ans. J'ai passé 35 ans à chercher mon fils, et j'ai appris à distinguer l'espoir de l'illusion. Alors que demandez-vous ? Avez-vous déjà regardé la photographie de quelqu'un qui ressemble exactement à ce que vous imaginez que votre enfant adulte ressemblerait ? Si vous aviez un fils qui a disparu à 19 ans et que vous passiez chaque jour pendant 35 ans à essayer d'imaginer à quoi ressemblerait son visage maintenant, et qu'ensuite, un soir, vous entriez dans un bistrot où vous venez depuis 15 ans et que vous voyez un homme de 47 ans assis dans une banquette qui était la progression vivante de l'âge de votre fils. Que feriez-vous ? J'ai regardé ce vieil homme. Cet inconnu qui venait de me dire que le pire jour de sa vie était arrivé il y a 35 ans et n'avait jamais cessé d'arriver. Et j'ai compris que ma journée, le licenciement, le divorce, les enfants pris, n'était pas le pire jour qu'il ait jamais entendu. Ce n'était même pas dans le top 10. Je m'assiérais dans la banquette, ai-je dit. Oui. Et puis je ferai quelque chose que je n'ai jamais fait en 35 ans de recherche. Je demanderai de l'aide à l'homme à la table. Je ne sais pas comment je pourrais aider, monsieur.
Moi non plus. C'est pourquoi je demande, a-t-il expliqué. Au cours des 40 minutes suivantes, autour de 2 recharges de café et d'une tarte aux cerises que ni l'un ni l'autre n'avons mangé, Thaddée Morel m'a raconté l'histoire de son fils, Romain. Romain Morel est né en 1971. Le seul enfant de Thaddée et de sa femme. C'était un enfant brillant, stable, doué en mécanique, le genre de fils qui démontait la tondeuse familiale à 9 ans pour voir comment elle fonctionnait et la remontait pour qu'elle tourne mieux qu'avant. Il est allé au lycée Danse, a obtenu son diplôme en 1989, s'est inscrit à l'université Lumière Lyon 2, étudiant l'ingénierie mécanique parce qu'il voulait être comme son père, qui venait de créer une petite entreprise de fabrication métallique appelée Précision Morel SARL. Le 5 octobre 1990, Romain a quitté sa chambre universitaire à Lyon à 14h15 pour rentrer chez lui à Villefranche-sur-Saône pour une visite de week-end. Sa mère préparait un rôti de bœuf. Son père avait des billets pour un match de football de l'OL le lendemain. Romain a conduit sa Renault Clio de 1988 sur la 6 en direction du sud. Il n'est jamais arrivé. Sa voiture a été retrouvée abandonnée sur une aire de repos de la 6 près de la sortie 29 le lendemain matin. Porte déverrouillée. Clé sur le contact. Son sac à dos sur le siège passager contenant ses manuels scolaires, son portefeuille avec 45 € en espèces toujours dedans, et une bouteille d'eau non ouverte. Aucun signe de lutte, aucun signe de violence, aucun signe de lui nulle part, jamais plus. Les enquêteurs ont travaillé dur sur l'affaire pendant la première année, a dit Thaddée. Puis l'affaire est devenue froide, puis plus froide, puis dormante. Je l'ai gardé en vie. Détective privé, registre ADN, FNAEG, réseau de personnes disparues, apparition télévisée dans des émissions diffusées à 3 h du matin sur des chaînes câblées. J'ai dépensé environ 550 000 € en 35 ans à chercher mon fils. Y a-t-il déjà eu des pistes? Des dizaines. Toutes fausses. Romain ne ressemble à aucun des hommes qui m'ont été montrés. Parfois proche. Jamais lui. Il a fait une pause. Jusqu'à ce soir. Monsieur, je ne suis pas lui. Je sais que vous ne l'êtes pas. C'est exactement mon but, Grégoire. Je sais que vous n'êtes pas Romain, mais vous êtes ce à quoi Romain ressemblerait s'il était en vie aujourd'hui. Et j'ai essayé de convaincre des artistes légistes et des logiciels de vieillissement facial et mon propre cerveau épuisé de générer ce visage pendant 35 ans. Et aucun d'entre eux n'a jamais été capable de produire ce que je regarde en ce moment de l'autre côté de cette table. Que voulez-vous de moi? Je veux vous engager. Pour faire quoi? Pour être son visage? Pour m'aider à le trouver? Pour venir avec moi lors des enquêtes et me tenir dans des pièces où le visage de mon fils pourrait être reconnu? Pour laisser des artistes légistes vous utiliser comme référence? Pour travailler avec moi dans la recherche continue de Romain. Je fais cela seul depuis 35 ans. J'ai 74 ans. Je n'ai pas 35 ans de plus. Si votre visage est ce à quoi il ressemble, la représentation vivante, respirante, tridimensionnelle de mon fils, alors j'ai besoin de ce visage dans mon équipe. Quoi que vous gagnez à votre travail, je le doublerai. Je vous fournirai un logement. Je vous fournirai un transport. Je vous fournirai tout ce dont vous avez besoin. Laissez-moi simplement utiliser ceci, il a désigné mon visage, pour le trouver. J'ai regardé Thaddée Morel, 74 ans, veuf, retraité, assez riche pour m'offrir 145 000 € de logement basé sur la pente de ma mâchoire, et j'ai fait le calcul dans ma tête. Mes indemnités de licenciement s'épuiseraient dans 8 semaines. Mon hypothèque était de 1 900 € par mois. Mon obligation de pension alimentaire pour enfants, une fois calculée, serait probablement de 1 300 € de plus. Ma carrière avait été éliminée par une restructuration. Mon mariage avait été rompu par une femme qui m'avait traité d'inutile 1 heure avant que je n'entre dans ce bistrot. Je n'ai plus de travail, ai-je dit. Je sais. Comment le savez-vous? J'ai réfléchi à tout cela. L'offre, le vieil homme de 74 ans qui tremblait en face de moi. Le pire jour de ma vie qui croisait en quelque sorte la recherche qui durait depuis mes 12 ans. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, je peux vous rencontrer demain. N'importe où, n'importe quand. Je viendrai à vous. Chez vous? Je veux voir votre maison. Je veux comprendre dans quoi je m'engage. Demain midi. Voici l'adresse. Il l'a écrite sur une serviette. Thaddée Morel,
une propriété agricole sur la route départementale 22 à l'extérieur de Villefranche-sur-Saône. Il m'a glissé la serviette. Puis il s'est levé, s'est dirigé vers le comptoir, a payé sa tarte et mon café, et s'est tourné vers moi une dernière fois. Grégoire, quoi que vous décidiez, merci de ne pas avoir quitté ce bistrot quand je me suis assis. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. Moi non plus, pendant 35 ans. Je suis désolé pour tout ce qui vous est arrivé aujourd'hui, et je suis très reconnaissant que cela vous ait mis dans cette banquette. Puis il est parti et je suis resté dans le bistrot pendant une autre heure à boire du café que Delphine continuait de remplir sans qu'on le lui demande, regardant la photographie de Romain Morel. Que Thaddée avait laissé délibérément sur la table parce qu'il faisait confiance que je la porterais avec moi demain. J'ai conduit jusqu'à la maison de Thaddée Morel le lendemain à midi. La propriété faisait 42 hectares sur la route départementale 22 à l'extérieur de Villefranche-sur-Saône, des terres agricoles qui étaient dans sa famille depuis 3 générations, mais qui n'étaient plus activement cultivées. La maison était une ferme restaurée des années 1920, avec des planches de bois blanches, des volets verts, le genre d'endroit qui semblait avoir été entretenu à la main et avec amour plutôt que par des entrepreneurs. Derrière la maison principale se trouvait un gîte annexe, 2 chambres, une fondation en pierre, un poêle à bois visible à travers une fenêtre. Au-delà du gîte, des champs de maïs à l'horizon, et le silence particulier de la campagne lyonnaise qui n'est pas absence, mais présence. Thaddée m'a rencontré à la porte. Il était plus serein que la nuit précédente. Un cardigan gris, un pantalon de toile, le visage d'un homme qui avait dormi pour la première fois en 35 ans. Il m'a conduit à son bureau, une pièce tapissée de classeurs, de chemises, de photographies, de cartes, une frise chronologique sur le mur. Octobre 1990 tout à gauche, octobre 2025 tout à droite. 35 ans de textes et de notes et de liens, un monument organisé au chagrin. C'est ce que j'ai bâti, a-t-il dit. Tout. Chaque piste, chaque enquête, chaque faux espoir. Si vous travaillez avec moi, cela devient votre lieu de travail. Il m'a fait visiter. Pas tout. Il nous aurait fallu une semaine pour cela. Mais les pistes majeures, les enquêteurs qu'il avait engagés, 3 cabinets différents sur 35 ans, les bases de données, les registres ADN, FNAEG, les cas qu'il avait personnellement voyagé pour enquêter. Des restes non identifiés en Normandie, un homme atteint d'amnésie en Aquitaine, un prisonnier en Occitanie qui avait été arrêté sous un faux nom. Aucun d'entre eux n'était romain. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé, ai-je demandé. Je ne sais pas. C'est la réponse honnête. L'aire de repos où la voiture a été trouvée n'était pas un endroit où la violence se produit habituellement. L'affaire ne présente aucun signe d'enlèvement, aucun signe de lutte. La théorie principale pendant de nombreuses années a été que Romain est parti volontairement, que quelque chose s'était passé dans sa vie qu'il avait fait partir de son plein gré. C'était un étudiant en ingénierie de 19 ans. Il n'avait pas de petit ami, pas de problème de drogue, pas de problème d'argent dont j'ai connaissance. Il n'avait aucune raison de partir. Mais je suis son père. Je n'étais pas dans sa tête. Peut-être y avait-il une raison que je n'ai pas vue. Pensez-vous qu'il est toujours en vie? Je pense que c'est possible. 35 ans, c'est long pour qu'un corps reste introuvable. S'il a choisi de partir et a pris une nouvelle identité, il pourrait vivre n'importe où. S'il a été enlevé et tué, ses restes auraient pu être retrouvés maintenant. Le pays a été très efficace pour identifier les restes à l'ère de l'ADN. Alors, je continue de chercher. Pas parce que je suis certain, parce que je ne suis pas certain. Il m'a regardé. Grégoire, je dois vous faire comprendre à quoi je vous demande de vous engager. Ce n'est pas une aventure amusante. C'est un travail de deuil. Vous conduirez vers des morgues. Vous rencontrerez des familles d'autres personnes disparues. Vous regarderez des photographies de restes. Vous verrez le pire qui soit arrivé aux gens et espérerez que le pire n'ait pas arrivé à Romain. Si vous n'êtes pas équipé pour cela, je dois le savoir maintenant. J'ai passé 16 ans à gérer une opération logistique. Je peux gérer des informations difficiles. C'est différent de la logistique. Je sais, mais je peux le gérer. Et monsieur, j'ai besoin d'une nouvelle vie. Mon ancienne a pris fin hier, celle que vous m'offrez est étrange et difficile et implique un niveau de chagrin qui n'est pas le mien. Mais c'est aussi la seule offre que j'ai et la première offre que j'ai reçue depuis longtemps qui me traite comme si je n'étais pas inutile. Il m'a regardé un instant, pas en analysant, juste en regardant, comme si j'étais quelqu'un dont il attendait la réponse depuis longtemps.
Puis, bienvenue dans la recherche, Grégoire Leclerc. Allons trouver mon fils. J'ai emménagé dans le gîte annexe la semaine suivante. J'ai apporté 2 valises de vêtements, mon ordinateur portable et la boîte en carton de mon bureau de diffusion Méridien. Tout le reste, les meubles, la vaisselle, les souvenirs attachés à une maison à la Croix-Rousse qui était sur le point d'être mise sur le marché dans le cadre du divorce, je l'ai laissé derrière moi. Roxane pourrait s'en occuper. J'en avais marre de m'en occuper. Le gîte était petit mais complet. Une chambre, un salon avec le poêle à bois, une cuisine avec une cuisinière à gaz plus vieille que moi, un porche donnant sur les champs de maïs. Je n'avais pas dormi dans un endroit calme depuis des années. Lyon est une ville, et même à la Croix-Rousse, il y avait toujours un bourdonnement. Le trafic, les voisins, les systèmes de chauffage, climatisation des maisons de banlieue. Le gîte de la ferme de Thaddée était différent. La nuit, j'entendais le vent et le maïs. Rien d'autre. Le travail a commencé lentement. Thaddée n'était pas un homme pressé. Il a passé les 2 premières semaines à m'enseigner l'affaire. Chaque détail, chaque piste, chaque théorie qui avait été investiguée et écartée. J'ai appris les noms des enquêteurs sur 3 décennies. J'ai appris la disposition de l'aire de repos de la 6 où la voiture de Romain avait été retrouvée. J'ai appris l'historique médical de Romain, sa personnalité, ses habitudes, la façon particulière dont il riait et que Thaddée imitait encore lorsqu'il racontait une histoire à son sujet. Non pas parce qu'il mimait pour les faits, mais parce que son corps s'en souvenait encore. Il riait comme ça, a dit Thaddée un soir, et il a démontré un court rire expiré qui venait de sa poitrine plutôt que de sa gorge. Je n'avais jamais entendu un père imiter un fils disparu depuis 35 ans. C'était l'une des choses les plus étranges et les plus intimes que j'ai jamais vues. Antoine et Léa venaient me voir un week-end sur 2. J'avais obtenu la garde un week-end sur 2 et tous les mercredis soirs, moins que ce que je voulais, mais plus que ce que Roxane avait initialement proposé. Les avocats avaient réglé ça. Je récupérais les enfants le vendredi à 17h et les ramenais le dimanche à 19h, et entre-temps, ils restaient avec moi dans le gîte de la ferme. Antoine, 15 ans, était d'abord réservé. Il ne savait pas comment être dans le nouveau chez son père. Il ne savait pas comment se comporter avec une famille divorcée. Il ne savait pas quoi dire à Thaddée, l'étrange vieil homme qui vivait dans la grande maison et dont le fils avait disparu avant même que les parents d'Antoine ne se rencontrent. Le premier mois, Antoine était poli, silencieux et passait la plupart de son temps dans le gîte à jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur portable. Léa, 11 ans, était l'opposé. Léa est arrivée à la ferme le premier week-end et a immédiatement décidé que c'était une histoire et qu'elle allait en faire partie. Elle est allée à la maison principale, a frappé à la porte de Thaddée, s'est présentée et a dit, en moins de 30 secondes de leur rencontre, « Mon papa a dit que vous aviez perdu votre fils. Je suis désolé. Mon papa s'est perdu aussi. Pas pendant 35 ans, mais il s'est perdu. » Thaddée a regardé Léa. M'a regardé debout derrière elle sur le porche. A de nouveau regardé Léa. Votre papa était perdu? Il a perdu son travail et ma maman et nous tous le même jour. Il était très perdu, mais maintenant il est ici et il n'est plus perdu. Je vois. Pensez-vous que votre fils est toujours perdu? Je pense que oui. J'espère que oui, parce que s'il est toujours perdu, il peut encore être retrouvé. Et s'il ne veut pas être retrouvé? Thaddée a réfléchi. Il avait 74 ans et se faisait poser la question la plus importante de sa vie par une enfant de 11 ans qui était venue frapper à sa porte les mains dans les poches. S'il ne veut pas être retrouvé, alors j'accepterai cela. Mais j'ai besoin de savoir. Les enfants ne disparaissent pas. Il lui est arrivé quelque chose. Je lui dois de savoir. Léa a hoché la tête comme si elle comprenait. Puis elle a dit, « Je peux vous appeler tonton Thad. » Thaddée, un veuf de 74 ans qui se disait sans enfant depuis 35 ans, a regardé ma fille, et quelque chose a changé dans son visage. Pas soudainement, progressivement, comme une fenêtre s'ouvrant dans une pièce restée longtemps fermée. Oui, a-t-il dit. La première piste est arrivée en novembre, un homme vivant à Marseille qui correspondait à la description de Romain Morel dans une mise à jour de la base de données des personnes disparues. L'enquêteur avait trouvé une correspondance possible, un homme de 48 ans nommé Ronan Vallée, qui vivait seul, travaillait comme machiniste, n'avait pas de famille connue et dont la structure faciale correspondait au logiciel de vieillissement facial de Romain. Thaddée et moi avons conduit jusqu'à Marseille, 5 heures dans sa Lexus.
Nous avons parlé tout le long du chemin de l'affaire, de sa vie, de ma vie, du fait que je vivais dans son gîte annexe et que je n'avais pas encore appelé mes parents à Nice pour leur dire que j'étais divorcé. Pourquoi ne les avez-vous pas appelés? Parce que mon père n'est pas un homme réconfortant. Ma mère s'inquiète. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. C'est plus facile de leur dire après avoir compris à quoi ressemble le prochain chapitre. Êtes-vous en train de le comprendre? J'y travaille. Nous sommes arrivés à Marseille, avons observé Ronan Vallée de loin sur le parking de l'atelier d'usinage où il travaillait. Thaddée avait des jumelles. J'avais un appareil photo avec un téléobjectif. L'homme est sorti de l'atelier pour sa pause déjeuner. Un homme grand, aux cheveux foncés, du bon âge. Il a marché jusqu'à son camion, a allumé une cigarette, a mangé un sandwich. Thaddée l'a regardé pendant 6 minutes. Puis il a baissé les jumelles. Ce n'est pas lui. Vous êtes sûr? Grégoire, un père sait que ce n'est pas lui. La forme de ses oreilles est fausse. La façon dont il tient ses épaules est fausse. Romain se tenait différemment. Ce n'est pas Romain. Que faisons-nous? Nous rentrons à la maison. Nous écartons cette piste. Nous continuons à chercher. Nous sommes rentrés, 5 heures de retour. Nous avons à peine parlé. Thaddée était silencieux. Pas le silence de la déception, mais le silence particulier d'un homme qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant et avait appris à ne pas laisser l'espoir le devancer. La deuxième piste est arrivée en janvier. Des restes non identifiés en zone rurale d'Auvergne. Un homme dont la description correspondait à Romain au moment de sa disparition, jeune vingtaine, cheveux foncés, environ 1,85 m. Les restes avaient été trouvés dans une zone boisée le long d'une route départementale, et étaient dans le sol depuis, selon l'estimation du médecin légiste, au moins 20 ans, peut-être plus. Thaddée et moi avons conduit jusqu'au bureau du médecin légiste à Clermont-Ferrand, 8 heures aller-retour. L'ADN de Thaddée était enregistré au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. L'examinateur avait déjà demandé une comparaison. Les résultats prendraient 48 heures. Nous sommes restés dans un hôtel pendant 2 nuits. Thaddée n'était pas calme. C'était en fait le moins calme que je l'ai jamais vu. Non pas parce qu'il pensait que c'était son fils, mais parce qu'il avait peur que ce soit le cas. Et il avait peur que ce ne soit pas le cas. Et il avait peur de ce que l'une ou l'autre réponse lui ferait. Quelle réponse voulez-vous? Je lui ai demandé la deuxième nuit, assis dans le hall de l'hôtel à 1 heure du matin. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si c'est lui, je peux enfin faire mon deuil. Si ce n'est pas lui, je peux continuer à espérer. Les deux réponses sont terribles. Les deux réponses sont un soulagement. Je ne sais pas laquelle je veux. Les résultats sont arrivés le lendemain matin. Les restes n'étaient pas ceux de Romain. Thaddée a pleuré dans la chambre d'hôtel, non pas de chagrin, non pas de soulagement, mais d'un sentiment qui n'était ni l'un ni l'autre, le sanglot particulier d'un père qui s'était vu refuser la clôture pendant 35 ans et venait de se la voir refuser une fois de plus. Je me suis assis sur le bord de l'autre lit, et je n'ai rien dit car il n'y avait rien à dire, et parfois la meilleure chose que l'on puisse faire pour un homme en douleur est d'être dans la pièce avec lui et de ne pas essayer de réparer les choses. La troisième piste est arrivée en mars, et la troisième piste est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Une assistante sociale à Bordeaux, nommée Jasmine Dupont, suivait l'affaire Romain Morel depuis des années via les réseaux de personnes disparues. Lorsque la fondation, que Thaddée avait récemment établie et qui utilisait mon visage comme référence de vieillissement, a publié une mise à jour avec ma photographie légendée, voici à quoi Romain Morel pourrait ressembler aujourd'hui, âge 54 ans, Jasmine l'a vu. Elle a appelé Thaddée cet après-midi-là. Monsieur Morel, je travaille dans un foyer de groupe pour adultes atteints de troubles de la mémoire à Bordeaux. J'ai un résident qui est avec nous depuis 23 ans. Il a été trouvé en 2003 errant dans le centre-ville de Bordeaux sans pièce d'identité, sans souvenir de qui il était, sans capacité à nous dire son nom. Nous l'appelons Théo. Il a approximativement le bon âge. Et quand j'ai vu votre mise à jour aujourd'hui, la photographie de l'homme qui serait Romain, j'ai pensé qu'il pourrait correspondre. Thaddée et moi étions sur un vol pour Bordeaux le lendemain. Le foyer de groupe était un établissement résidentiel dans un quartier calme de Bordeaux. Théo avait 54 ans. Il était là depuis 2003. Il était, selon Jasmine, doux, calme, un homme qui n'avait jamais retrouvé sa mémoire et avait fait la paix avec le fait de ne pas savoir qui il était.
Il ne pose plus de questions, nous a dit Jasmine. Il le faisait les premières années. Puis il a arrêté. Maintenant, il vit ici, s'occupe du jardin, aide à la cuisine, et a le genre de paix que les gens ont lorsqu'ils ont accepté que leur passé ne reviendra pas. Pouvons-nous le voir? Oui, mais je dois vous avertir. Si c'est votre fils, Monsieur Morel, il ne vous reconnaîtra pas. Il n'a aucun souvenir avant 2003. Les retrouvailles, si ce sont des retrouvailles, seront à sens unique. Je comprends. Nous sommes entrés dans la salle commune du foyer de groupe. Théo était là, assis sur une chaise près d'une fenêtre, lisant un livre. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés. Ses yeux ont rencontré ceux de Thaddée et rien ne s'est passé. Thaddée l'a regardé, vraiment regardé pendant environ 90 secondes. Et j'ai regardé le visage de Thaddée comme j'avais appris à le regarder sur 6 mois et j'ai vu le moment où il a su. Ce n'est pas lui, a dit Thaddée tranquillement à Jasmine. Vous êtes sûr? Oui, les yeux sont faux. La structure osseuse est proche mais fausse. Ce n'est pas mon fils. Le visage de Jasmine s'est effondré. Non pas de déception pour Thaddée, mais de déception pour son résident. Je suis vraiment désolé, Monsieur Morel. J'espérais tellement. Ne vous excusez pas. Vous avez fait une belle chose en me contactant, mais ce n'est pas Romain. Il a regardé Théo, qui nous observait toujours avec une légère curiosité. Thaddée s'est approché de Théo, lui a tendu la main. Théo l'a serré. Bonjour, monsieur. Je suis Thaddée. Bonjour, Thaddée. Je suis Théo. Théo, je cherchais mon fils. Vous n'êtes pas lui, mais je suis content de vous avoir rencontré. Merci, monsieur. J'ai aussi été ravi de vous rencontrer. Nous avons quitté le foyer de groupe. Dans la voiture, en route vers l'hôtel, Thaddée était silencieux. J'ai supposé que c'était du chagrin. Ce n'était pas le cas. Grégoire, je dois réfléchir à quelque chose. Quoi? Thaddée et ses enquêteurs ont travaillé pendant une semaine, recoupant l'âge approximatif de Théo, sa description physique, la date à laquelle il a été trouvé à Bordeaux, son manque d'identification. Ont effectué des reconnaissances faciales contre des dizaines d'anciennes bases de données de personnes disparues, celles qui ne contenaient que des cas signalés avant que les médias sociaux ne rendent chaque visage consultable. Le 3 avril 2026, ils ont obtenu une correspondance. Un homme nommé Cédric Fournier porté disparu de Brest, en Bretagne, en 1998. Sa famille l'avait signalé disparu après qu'il n'était pas revenu d'une randonnée dans le Massif central. L'affaire était devenue froide. Ses sœurs, 2 d'entre elles, toutes 2 toujours en vie, toutes 2 toujours à la recherche, n'avaient jamais cessé de se demander ce qui s'était passé. Thaddée a organisé une comparaison ADN. Cela correspondait. Théo était Cédric Fournier. La famille Fournier s'est envolée pour Bordeaux. J'étais là quand c'est arrivé. Quand les sœurs de Cédric Fournier sont entrées dans le foyer de groupe et ont vu leur frère pour la première fois en 27 ans, il ne les a pas reconnus. Il ne le ferait pas. Ce n'était pas comme ça que l'amnésie fonctionnait, mais il les a regardés. Et l'une des sœurs, Annelise, a dit « Cédric, c'est moi. C'est Anna. Nous te cherchions. » Cédric ne se souvenait pas. Mais il a tendu la main. Il a touché son visage. Et il a dit « Je crois que je vous connais. Je crois bien. Je suis désolé. Je ne me souviens pas, ce n'est pas grave. Nous te raconterons. Nous avons 30 ans d'histoire à te raconter. Prends ton temps. » Thaddée et moi avons regardé de l'autre côté de la pièce. Thaddée pleurait. Non pas de chagrin, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots jusqu'à plus tard quand je lui en ai parlé sur le vol de retour. Qu'est-ce que c'était, ai-je demandé. Un but, a-t-il dit. J'ai passé 35 ans à chercher mon fils. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne le trouverai peut-être jamais. Mais la recherche, le processus, la base de données, le réseau, le visage sur le site web de la Fondation ont ramené Cédric Fournier chez ses sœurs. Grégoire, si la seule chose que ma recherche fait est de ramener d'autres enfants disparus à la maison, cela aura suffi. Vous le pensez vraiment? Oui. Je ne savais pas que je le pensais jusqu'à aujourd'hui, mais je le pense. 8 mois se sont écoulés depuis ce mardi soir dans le bistrot. Nous sommes maintenant en juin 2026.
Je vis toujours dans le gîte annexe. Je travaille toujours pour t'aider. Nous avons élargi la fondation. Elle s'appelle maintenant la Fondation Romain Morel pour les personnes disparues. Et nous aidons les familles, en particulier celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir des détectives privés, à rechercher leurs proches disparus. Depuis que nous avons commencé à suivre les résultats, la Fondation a aidé à résoudre 7 cas de personnes disparues, 4 retrouvailles, 3 identifications de restes, 7 familles qui ont reçu des réponses après des années sans en avoir. Romain Morel est toujours porté disparu. Il le sera peut-être pour toujours, mais Thaddée ne cherche plus seul. Mes enfants viennent me voir un week-end sur 2 et la plupart des mercredis. Antoine n'est plus renfermé. Il a commencé à aider avec les réseaux sociaux de la Fondation, ce qui est un travail très ado de 15 ans, et il le fait avec le dévouement que les garçons de 15 ans apportent aux choses qui les font se sentir utiles. Léa est la personne préférée de tonton Thad dans le monde. Elle lui fait des dessins. Elle les laisse sur son bureau quand elle vient le voir. Des dessins au crayon d'un homme et d'un champ de maïs et d'une maison au toit vert. Il n'en a pas jeté un seul. Roxane s'est remariée en janvier, avec un homme nommé Tanguy qui travaille dans le même cabinet dentaire où elle gère le bureau. Je l'ai rencontré une fois lors d'un échange des enfants. Il semblait bien. Il n'était pas hostile envers moi et je ne l'étais pas envers lui. Nous nous sommes serrés la main. Je lui ai dit d'être bon avec mes enfants. Il a dit qu'il le serait. Je l'ai cru, ce que l'on fait quand on n'a plus l'énergie d'être méfiant envers les gens qui font de leur mieux. Je n'ai pas eu de rendez-vous. Je ne suis pas prêt. Je ne le serai peut-être pas avant longtemps. Ça ne me dérange pas. Le gîte est calme. Les champs de maïs sont infinis. Thaddée et moi dînons ensemble 3 soirs par semaine dans sa grande ferme. Je cuisine. Il lit le journal. Nous parlons de la semaine, des pistes, des affaires. Il me raconte des histoires sur Romain, son rire, son esprit mécanique, la façon dont Romain démontait la tondeuse familiale juste pour comprendre comment elle fonctionnait. Vous savez ce que j'ai réalisé, Grégoire? Quoi? Romain démontait la tondeuse parce qu'il voulait comprendre comment elle fonctionnait. C'est la même raison pour laquelle vous avez démonté votre ancienne vie. Vous avez perdu votre travail. Vous avez perdu votre mariage. Vous avez perdu les choses qui faisaient de vous Grégoire Leclerc, le superviseur. Et au lieu d'essayer de remettre les pièces ensemble comme elles l'étaient, vous avez laissé quelqu'un d'autre les démonter un peu plus et vous montrer comment elles pouvaient être assemblées différemment. Vous voulez dire vous? Je veux dire moi et vous. Merci pour la banquette ce soir-là, Thaddée. Merci de ne pas en être sorti. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Que feriez-vous si vous perdiez tout en une seule journée? Votre travail, votre mariage, vos enfants, votre sens de qui vous étiez. Et puis, cette même nuit, un inconnu s'asseyait en face de vous dans un bistrot et vous offrait une vie dont vous ne saviez pas qu'elle existait. L'accepteriez-vous? Vous laisseriez-vous voir par quelqu'un qui cherchait un fantôme et vous a trouvé à la place? Et voici la question plus profonde. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez inutile par la personne censée le mieux connaître votre valeur? Et quand elle l'a dit, l'avez-vous cru? Avez-vous passé les jours, les semaines, les mois suivants à porter ce mot comme un verdict que vous aviez mérité? Où avez-vous trouvé, peut-être dans un bistrot, peut-être dans une conversation, peut-être dans le visage d'un inconnu qui cherchait quelqu'un d'autre, que vous valiez plus que ce que la personne qui vous a rabaissé n'avait jamais été capable de voir? Parce que voici ce que j'ai appris. Parfois, les personnes les plus proches de vous ne peuvent plus vous voir. Parfois, il faut un inconnu, quelqu'un qui entre dans un bistrot un mardi soir à la recherche de son propre fils perdu, et voit votre visage de l'autre côté d'une banquette pour vous rappeler que vous n'êtes pas inutile. Vous êtes un visage. Vous êtes en vie. Vous êtes au minimum la réponse vivante à une question que quelqu'un se pose depuis 35 ans. Et parfois, vous êtes la réponse que cette personne ne cherchait même pas. Parfois, vous n'êtes pas le fils disparu. Parfois, vous êtes le partenaire dans la recherche. Parfois, vous êtes le visage sur le site web de la Fondation qui aide à ramener chez elle la personne perdue d'une autre famille. Parfois, votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous étiez autrefois au superviseur, mari, père de famille mais par ce que vous devenez lorsque la version précédente de vous est retirée. Je suis Grégoire Leclerc. J'étais inutile un mardi matin d'octobre. Et j'étais un partenaire dans la recherche d'enfants disparus à la fin de la semaine.
Et je suis en juin 2026, un homme qui vit dans une ferme en région lyonnaise, qui a ses enfants un week-end sur 2, qui cuisine le dîner pour un homme de 74 ans qui l'a sauvé en demandant de l'aide, et qui comprend enfin que la valeur d'une vie n'est pas déterminée par les gens qui partent. Elle est déterminée par les gens qui restent, et les gens qui restent entrent parfois quand on s'y attend le moins, par la porte d'un bistrot de la rue des Glycines à 22h47, le pire jour de votre vie.